Bonsoir à tous, nous sommes le 2 juin. L'émission de ce soir aura pour thème la souveraineté juridique au sein de l'Union européenne. Un sujet important qui sera traité ce soir par d'abord Maxime Leroy, délégué régional du Parti de la France pour dans le Pas-de-Calais, excusez-moi. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous. Cristal, étudiante en droit, master 2, master de droit public, mention droit de l'action administrative, ainsi que militante de la cocarde étudiante. Bonsoir Cristal. Bonsoir. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Geoffrey Fournier, responsable de Reconquête pour le Pas-de-Calais, candidat pour les élections législatives sur la plus grande circonscription de France d'ailleurs, juriste également et ancien attaché parlementaire du Parlement européen. Bonsoir Geoffrey Fournier. Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci, le plaisir est évidemment partagé. Je tiens à rappeler les règles et le format de l'émission comme chaque jeudi. Une demi-heure, une heure est consacrée aux questions que je consacre à vous, mes trois invités, puis la communauté aura une demi-heure pour vous poser les questions qu'elle le souhaite. Nous sommes sous le coup de la loi, nous devons bien respecter les lois françaises, bien évidemment. Et les règles concernant le micro sont assez simples. On désactive le micro quand on ne s'exprime pas et on l'active quand on s'exprime. Il faut bien le couper et le réactiver à chaque fois. Ça permet d'éviter les bruits parasites et d'avoir une émission un petit peu plus agréable à l'oreille. Commençons directement les questions, je vous propose, et nous allons commencer par Cristal. Cristal, pouvez-vous s'il vous plaît nous expliquer comment se manifeste la séparation des pouvoirs dans l'Union européenne ? Alors bonsoir, tout d'abord, nous ne pouvons pas parler de séparation des pouvoirs dans l'Union européenne sans faire un petit rappel bref pour nos auditeurs concernant la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution du général de Gaulle de 1958, histoire de poser un cadre et de pouvoir faire des comparaisons entre notre système institutionnel et juridique et celui de l'État supranational et fédéral qu'est l'Union européenne. Alors tout d'abord, en France, nous sommes depuis la naissance de la théorie de la séparation des pouvoirs par Montesquieu, notamment dans l'Esprit des lois, d'autres théoriciens comme Jean Bodin dans ses livres de la République, ou encore John Locke, Hobbes, Rousseau qui parlent de la constitution des pouvoirs et de leur séparation. Nous sommes sous l'empire de trois pouvoirs. Donc tout d'abord le pouvoir législatif qui est séparé entre deux chambres, une chambre haute et une chambre basse, si on peut faire une comparaison un peu plus anglo-saxonne pour nos auditeurs qui seraient peut-être familiarisés avec ce système. Une chambre haute, tout d'abord, qui est l'Assemblée nationale, qui domine le vote, qui a une prépondérance importante malgré la rationalisation du Parlement voulue par le général de Gaulle, et le Sénat, qui est une chambre avec un pouvoir fortement abaissé, qui est relié dorénavant au rang de chambre d'expertise avec des rapports très pointus. Concernant le pouvoir exécutif, en France, c'est un exécutif à deux têtes. Entre le président de la République, qui a des compétences circonscrites et résiduelles dans le cadre de l'article 13 de la Constitution française, hormis bien sûr l'article des pleins pouvoirs qui est utilisé et l'état d'urgence, donc articles 16 et 55 de la Constitution, qui sont utilisés pour assurer une prépondérance et un gouvernement par voie réglementaire unilatérale. Et nous avons d'une autre part un Premier ministre qui accorde avec son gouvernement, son cabinet, un contre-seing indispensable en certains cas pour assurer un fonctionnement exécutif. Le général de Gaulle était dans l'esthétique d'une monarchie présidentielle, donc dominée par un exécutif à deux têtes très fort, un président de la République s'occupant de la représentation de la France dans l'international. Donc c'est le président qui est garant du panache français et le Premier ministre qui gère les affaires intérieures avec des compétences réglementaires de l'article 21 de la Constitution, notamment chef de l'administration intérieure de l'État.
Donc, nous avons fait un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire en France, assuré par deux ordres juridictionnels. L'ordre juridictionnel administratif gérant le contentieux administratif et un ordre juridictionnel judiciaire traitant des litiges entre personnes privées notamment, avec au-dessus un conseil constitutionnel et un tribunal des conflits pour l'aspect juridictionnel de la chose. Concernant l'aspect européen, nous pouvons détailler pour pouvoir un petit peu étayer notre comparaison avec les trois pouvoirs, avec le Parlement européen qui peut être assimilé en quelque sorte, bien que vous allez le voir à nuancer, avec notre Parlement d'Assemblée nationale français. Le Parlement européen, il a une compétence de colégislateur, il a une compétence budgétaire. Ce sont des eurodéputés qui sont élus au suffrage universel direct toutes les 5 ans. Ils ont des compétences législatives qu'ils partagent avec le Conseil de l'Union européenne, qui est, on peut dire, une deuxième chambre avec de plus grosses attributions. Le Parlement européen, si je puis dire ainsi, à l'opposé de notre Assemblée nationale, n'a pas d'initiative des lois. Il ne peut pas soumettre de propositions de loi comme notre Assemblée nationale française. Cette compétence, elle revient à la Commission européenne qui est l'exécutif de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne dont nous avons parlé, qui peut être assimilé à une deuxième chambre, un peu comme notre Sénat, elle dispose, à la différence de notre Sénat, d'un pouvoir mixte, législatif et exécutif. Il a une prépondérance exécutive. Donc il y a des différences entre les deux systèmes et vous allez voir une différence sémantique au niveau de la démocratie et de la représentativité du peuple dans la procédure d'élection. Cet organe, c'est un organe décisionnel avec une compétence exécutive qui est composé des ministres des États membres. Donc déjà, il y a une interpellation démocratique pour une union qui se veut démocratique. Elle est régie par des ministres des États membres, donc qui ne sont pas par principe élus. Les ministres sont désignés par le Premier ministre. Ils ne sont pas élus par voie directe par les peuples. Donc on voit qu'on a un organe prépondérant exécutif qui n'a pas d'attribution démocratique et un parlement élu par le peuple avec une compétence résiduelle, à l'opposé de nos pouvoirs législatifs en France qui ne sont pas sous les mêmes attributions. Concernant la Commission européenne, c'est un organe exécutif et vous allez voir qu'ici, il y a également une petite différence sémantique au niveau de la compétence. Alors, la Commission, c'est l'organe exécutif principal qui a le monopole de la décision législative. C'est lui qui peut soumettre exclusivement les lois. C'est cet organe. Il a le monopole de l'initiative législative et il est garant de l'application des lois et traités dans les États membres. C'est un peu le gendarme de l'application des traités. Et les commissaires donc, de cette Commission européenne, ils sont proposés par les États membres en accord avec le président et ils doivent être approuvés par le Parlement dans leur ensemble avant que la Commission puisse prendre ses fonctions. Mais encore là, les commissaires sont recommandés et en réalité, le Parlement n'a pas beaucoup de latitude. Il n'a que la possibilité d'accepter. Et concernant le Conseil européen, qui est un organe exécutif également, donc on a un exécutif ici dans l'Union européenne à 3 têtes, qui a le dénominateur commun de ne pas être démocratique, comparé à notre exécutif à nous, qui est pondéré entre un président choisi par le peuple et un Premier ministre qui est indirectement choisi par le peuple par le biais des élections législatives. Cet organe du Conseil européen, qui est un organe exécutif, il est composé de chefs d'État ou de chefs de gouvernement, donc qui peuvent être des premiers ministres, et en général ce sont des premiers ministres, et du président de la Commission. Et cet organe exécutif très important, il définit l'agenda politique de l'Union européenne et il désigne par ailleurs le président de la Commission européenne. Donc là, on a un autre problème sémantique qui est un exécutif à 3 têtes qui n'est pas choisi par le peuple et qui a un monopole d'initiative des lois. Et vu que nous avons dans notre ordre juridictionnel le principe de primauté du droit européen sur le droit national, on se retrouve avec une Union européenne qui est dirigée par des technocrates non élus, qui ont un monopole d'application des lois indirectement avec un parlement résiduel et qui a une obligation de transposition. J'y reviendrai plus tard pour les personnes qui sont intéressées pour savoir pourquoi le Frexit est une chose importante en termes de souveraineté. Parce que nous n'avons pas de latitude et en concernant les lois, que les lois européennes doivent être
obligatoirement transposées sous peine de condamnation, et ces lois sont décidées par des exécutifs non élus et non représentatifs du peuple des États membres de l'Union. Alors, nous avons vu, pour répondre à la question de façon synthétique, que l'ordre juridictionnel français se distingue de l'ordre juridictionnel européen en termes d'institution, en termes de répartition des trois pouvoirs et en termes de compétences de ces trois pouvoirs. Le système français se veut, bien qu'exception de l'article 55 de l'état d'urgence ou de l'article 16 des pouvoirs exceptionnels, se veut plus démocratique dans l'idée que le système européen qui assume sa technocratie par la voie de la représentativité des commissaires et du monopole d'initiative des lois. Merci beaucoup, Cristal, pour votre réponse. Nous avons maintenant bien le cadre de ce que sont les trois pouvoirs et en quoi ils sont distingués et distinguables de nos pouvoirs nationaux. Geoffrey Fournier maintenant. Cela fait une décennie maintenant que le Front National remporte les élections européennes, celles de 2014 et celles de 2019. Vous qui étiez assistant de Strasbourg, pourriez-vous nous expliquer pourquoi, en dépit de la victoire d'un parti relativement souverainiste, que l'Union européenne n'a pas changé de ligne directrice? Est-ce que gagner les élections européennes est la clé pour réformer profondément l'Union européenne? Alors c'est vrai que le Front National, en 2014 en 2019 a terminé premier les élections. Le problème qu'il y a, c'est que la droite conservatrice, bon, si on considère encore le Rassemblement national comme une droite, donc cette droite conservatrice est totalement divisée et hétérogène au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que les droites germaniques n'ont pas la même conception que les droites latines plutôt, italiennes, espagnoles, ce qui cause des problèmes de coopération. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 4 groupes de droite au Parlement européen. Le problème qu'il y avait aussi, qui empêchait énormément le Front National de créer ces groupes, c'était la question des compétences et en partant du principe que le Front National était à l'époque le fer de lance de cette droite, il y avait une très très mauvaise réputation vis-à-vis de Marine Le Pen. C'est elle-même qui n'est pas parvenue à faire ce rassemblement des droites européennes, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec 3 groupes au Parlement européen. Donc il y avait le FDD, l'ENL et la droite conservatrice. Donc voilà, c'est vraiment un problème de conception. Et je dirais qu'il y a encore... alors, il est vrai qu'en France, on vote aux élections européennes pour la droite nationale. C'est pas le cas pour les autres pays. Il y a plus d'abstention dans les pays scandinaves, là où la droite nationale n'est pas encore forte. C'est pour ça que je pense qu'il est quasiment impossible que la droite soit un jour majoritaire au Parlement européen. Je vous remercie, Geoffrey Fournier, de nous avoir rappelé surtout que gagner les élections européennes dans un pays, c'est bien, mais que nous sommes dans un fonctionnement de groupe et que cela ne suffit pas. Maxime Leroy, selon vous, la primauté dont jouit l'Union européenne sur les règles nationales est un frein pour notre souveraineté? Alors totalement. Donc effectivement, le droit européen surplante le droit national. On appelle ça la primauté du droit. Et en fait, étant donné que les institutions européennes sont totalement sous contrôle des progressistes et des mondialistes, automatiquement, ça affaiblit le droit français à cause de cette primauté du droit. Donc effectivement, du coup qu'il y a cette primauté, on a moins de latitude pour défendre la souveraineté du peuple français. On a moins de possibilités de se défendre, que ce soit économiquement ou dans tout autre domaine. Voilà, donc nous, au Parti de la France, on est sur une ligne un peu similaire à Reconquête, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément pour une sortie de l'Union européenne, à proprement parler. On est plus pour en fait une tentative de changement idéologique de cette Union européenne. Parce qu'en fait, une France qui sortirait de l'Union européenne, ça serait plus compliqué économiquement pour elle, en sortant également de l'euro, plutôt que de tenter en fait de changer l'idéologie de l'Union européenne. Parce que si la France décide
de tout remettre, de rabattre les cartes, de tout remettre à plat et de dire bon maintenant ça suffit les délires mondialistes, immigrationnistes, etc. Et ben en fait on peut avoir un poids. On peut avoir ce poids qui peut en fait rassembler les pays européens, retrouver une souveraineté de chaque État membre pourrait retrouver une souveraineté. Nous, on est vraiment pour cette ligne d'avoir une Union européenne avec des pays membres plus souverains et de retrouver cette primauté du droit national sur toutes les normes européennes. Et également pour l'euro. Donc le parti de la France, on est aussi on est pour une sortie de l'euro, mais concertée entre tous les États membres. Parce que, comme pareil, en fait, économiquement, si la France sort de l'euro, ça lui ferait extrêmement mal. Alors, l'avantage de l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne, c'est qu'ils avaient déjà leur propre monnaie, donc ils avaient déjà leur souveraineté monétaire, chose que la France n'a pas. Donc, si on sort de l'Union européenne et de l'euro en même temps, ça pourrait faire énormément de mal à l'économie, surtout que nous, on a une économie en berne depuis au moins 40 ans. Beaucoup de dépenses publiques, beaucoup d'impositions, des impôts de production énormes. Du coup, en fait, ce choc que ça créerait sur les marchés financiers, ça ne serait absolument pas bénéfique. Mais par contre, on est quand même pour la sortie de l'euro parce que l'euro, n'est pas une monnaie optimale, on appelle ça en économie. Une monnaie optimale, en fait, c'est une monnaie qui correspond à l'économie du pays. Par exemple, avec l'euro, en fait, chaque pays a la même monnaie alors qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. L'Allemagne a besoin d'un euro fort, par exemple. Nous, on a besoin d'un euro un peu plus faible. Du coup, vu que l'Allemagne a une plus grande puissance que la France dans l'euro, ils dictent un petit peu leur loi depuis. Enfin, ils dictaient parce que maintenant l'euro a baissé, mais ils dictent un petit peu leur loi au détriment de tous les autres pays. Donc, il faut vraiment retrouver cette souveraineté nationale, et ça passe du coup par retrouver une primauté du droit national sur le droit européen. Merci Maxime d'avoir donné une position claire concernant le parti de la France. On reviendra bien évidemment plus tard dans l'émission sur la position du parti de la France concernant l'Union européenne et de nous avoir expliqué aussi les divergences qu'il pouvait y avoir entre l'Allemagne et la France. Justement, l'Allemagne et la France, Cristal, sans partir dans la spéculation, nous savons bien que les États-Unis ne sont pas étrangères à la création de l'Union européenne, la doctrine Truman ayant été faite 1 an avant le traité de Bruxelles. Pour rappel, la doctrine Truman, c'était le fait d'éviter que l'URSS se propage trop à l'ouest, et donc conserver les États européens par la doctrine Truman ainsi que le traité de Bruxelles. Cristal, est-ce que les États-Unis ont eu une influence sur la structure fédéraliste de l'Union européenne, et surtout, nous savons que l'Allemagne dirige l'Union européenne, est-ce que l'Allemagne, qui elle-même est un système fédéral, a une influence sur l'Union européenne ? Alors, merci pour cette question pertinente. Effectivement, il m'est arrivé de travailler sur du droit comparé. Il fut un temps, quelques années précédemment, j'ai pu avoir une idée assez claire de la structure européenne par rapport aux États membres et de son inspiration. Donc, concrètement, le système européen, il se rapproche effectivement, comme vous l'avez souligné, du système fédéral allemand. Et dans ce système fédéral allemand, les pouvoirs sont partagés. Les États, ils peuvent exercer des pouvoirs fédéraux dès que la fédération ne les a pas encore exercés. Et ces États, ils participent fortement au processus de prise de décision au niveau fédéral. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Pour parler de ces deux puissances mondiales que vous avez énoncées dans la question, aux États-Unis, les États, ils ont peu d'influence sur la prise de décision. Donc au niveau européen, on se rapproche plutôt, je dirais, d'un modèle suisse sur quelques aspects. Ça paraît assez étonnant, mais vous allez voir qu'au niveau institutionnel, il y a beaucoup de similitudes. La Confédération helvétique est aussi une fédération qui dispose d'attributs similaires aux fédérations allemandes, avec le système de Länder. Je vais en parler un petit peu par la suite. Au niveau institutionnel, l'Union européenne, elle se rapproche, comme je l'ai énoncé, du modèle suisse. La Commission européenne, elle ressemble en fait au Conseil fédéral suisse.
avec une représentation multipartite et des commissaires qui sont nommés sur la base de la nationalité, comme dans l'Union. Donc, quant à la présidence du Conseil fédéral, il y a également une présidence tournante comme au Conseil de l'Union européenne. Donc là, on voit des similitudes qui sont frappantes. Et concernant le pouvoir exécutif, il est réparti entre deux institutions, le Conseil européen et la Commission européenne, comme je l'ai un petit peu souligné en prélude, un exécutif à plusieurs têtes. Et les plus puissants, donc, de ces deux exécutifs, j'ai parlé d'un exécutif à trois têtes parce qu'on a un parlement composé de deux chambres avec aussi une attribution exécutive, mais qui est résiduelle comparée à ces deux autres institutions que j'ai énoncées. Alors, on peut considérer que c'est un exécutif finalement prépondérant, c'est les deux têtes que j'ai énoncées, donc le Conseil européen et la Commission. Le reste, c'est une compétence, le Conseil de l'Union européenne, c'est une compétence exécutive résiduelle. Et on peut retrouver ce même système en France avec un exécutif à deux têtes, comme je l'ai énoncé en prélude. Voilà pourquoi j'ai souhaité faire cette précision, car on a un président de la République qui peut être comparé au président du Conseil européen et un Premier ministre qui peut, lui, être comparé au président de la Commission. Par contre, contrairement à un autre modèle, le président du Conseil, il n'a pas de pouvoir formel comme celui de désigner ou de renvoyer les autres membres ou encore de dissoudre le Parlement. On ne parle pas de ses compétences. Le Parlement européen, lui, par contre, dans sa nature, il ressemble à la Chambre des représentants des États-Unis. Donc l'Union européenne, dans sa formation, est hétéroclite, elle puise un peu partout. Elle représente un petit peu la Chambre des représentants des États-Unis à travers son Parlement, parce que les comités qui sont les plus grands sont les plus puissants, et il y a des partis politiques qui sont présents, qui sont très décentralisés et éloignés de l'exécutif, comme dans cette institution américaine. Une des différences qu'on peut également souligner, c'est l'absence d'initiative législative du Parlement européen, comme je l'ai énoncé, en opposition au Parlement des États-Unis, ou en opposition à un autre Parlement, ou au Parlement des autres États membres de l'Union, parce que principalement, la Chambre représentative du peuple, il y en a une dans la majorité des États membres. Et cette Chambre a une compétence d'initiative législative. Elle peut faire des propositions de loi et l'exécutif peut faire des projets de loi. Ce n'est pas la même chose. Les propositions de loi ne sont pas possibles dans l'Union européenne. Donc là, on a vraiment une différence sémantique au niveau institutionnel. Mais cependant, cette distinction, elle est à nuancer, dans la mesure où les propositions de loi qui sont proposées par les parlements des États membres, donc on prend l'exemple du Parlement français, de l'Assemblée nationale, souvent elles ne sont pas soutenues par l'exécutif. Je pense notamment à ce qui a fait polémique pendant un moment, à la déconjugalisation des allocations AAH, qui avaient été soulevées par le Sénat, qui souhaitait améliorer la situation des handicapés et qui n'a pas été suivi par le gouvernement où Sophie Cluzet, qui était ministre déléguée aux personnes handicapées, a refusé le projet. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et en ce qui concerne la composition du Conseil européen, elle peut être comparée, je pense, à la Chambre haute allemande, c'est ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'accent germanique, le Bundesrat. La participation, elle est limitée aux membres des gouvernements des Länder, et des parlementaires qui peuvent être appelés par les gouvernements locaux, de la même manière que les représentants qui travaillent au Conseil de l'Union européenne. Donc on a vraiment une similitude. De la même façon, ces représentants, ils ont une quelque sorte de double mandat. Ils conservent leur rôle dans les États membres respectifs, alors même qu'ils siègent au Bundesrat. Et si leur mandat prend fin, soit ils peuvent être appelés par leur gouvernement, soit ils cessent d'y siéger. Ils ne sont pas élus, et cet organe, il ne peut pas être dissous. Donc on a des similitudes. En tant que représentants gouvernementaux, les membres, ils ne votent pas individuellement, mais par État. Et le poids de chaque État, il varie en fonction de la population. Donc normalement, à nos juristes, ça doit leur rappeler quelques souvenirs. Et le poids de chaque État, il varie, comme je l'ai dit, en fonction de la population. La présidence, elle est également tournante, comme je l'ai rappelé, hein, c'est une présidence tournante, actuellement c'est nous. Et cependant, l'alternance, elle se fait tous les ans et non pas tous les 6 mois, comme au Conseil de l'Union européenne. Il y a une petite différence tout de même temporelle, mais c'est résiduel comparé aux similitudes que j'ai énoncées. Cependant, à la différence du Conseil européen, le Bundesrat, donc
la chambre haute allemande, elle ne change pas de composition en fonction des sujets traités. Nous, dans l'Union, par exemple, si on traite, je vais parler de la PAC, de la politique agricole commune, ce sera tous les ministres de l'agriculture qui seront chargés de cette question. Ou si on traite, je sais pas moi, n'importe quoi, la citoyenneté, ce sera toute la citoyenneté. Parce que bon, les compétences, elles sont segmentées. Ces deux organes, donc, ils sont en proie à une même critique. Les organes européens et les organes allemands, vu qu'ils ont beaucoup de similitudes, ils peuvent être critiqués de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des pouvoirs, il y a une immixtion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ce qui crée une confusion des pouvoirs et donc un autoritarisme exécutif, une domination du législatif qui devient résiduelle et donc une mauvaise séparation des pouvoirs qui pourtant est constitutive d'une bonne gestion selon les principes démocratiques dont se vante l'Union européenne. Donc, je pourrais par la suite, si ça intéresse les auditeurs, faire un petit rappel sur les principes de l'Union européenne qu'elle est censée respecter et pourquoi on peut voir qu'il y a des réels problèmes en raison de la forme d'un côté et du réel de l'autre. Donc, notamment tout ce qui est principe d'attribution, de subsidiarité, de proportionnalité. Si ça intéresse, je peux faire un petit rappel, histoire de pouvoir comprendre le mécanisme de violation de ces trois principes cartésiens de l'Union qui a été construite sur cette base-là. Si je peux me permettre, Alexandre, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose par justement, rapport à ce que je disais tout à l'heure? Justement, j'allais intervenir en disant que si vous vouliez vous répondre les uns les autres, vous pouvez. Par exemple, elle a comparé le système à la Suisse. Si vous voulez comparer à un autre, vous pouvez très bien. Maxime Leroy, nous vous écoutons. Moi, je voulais rebondir sur, par rapport à ce que Christelle disait sur l'Allemagne. Il y a quelque chose d'important à savoir en Allemagne, c'est que donc il y a effectivement la primauté du droit européen sur le droit national, mais en fait, le 30 juin 2009, il s'est passé quelque chose d'assez important. C'est la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui a en fait rappelé à l'Union européenne que ce n'était pas un État fédéral. Et cette Cour constitutionnelle insistait sur le fait qu'il n'existait donc aucun peuple européen comme source de légitimité, et de ce fait prévenait qu'en fait l'Allemagne reconnaissait une primauté absolue de l'application de son droit sur celle de l'Union européenne, grâce notamment à l'article 88 de sa constitution, donc la constitution allemande, qui interdit par exemple à la Bundesbank de participer à une émission d'obligations garanties conjointement par plusieurs pays. Donc les obligations, vous savez, c'est des dettes des États. Et en 2009, l'Allemagne a dit à l'Union européenne, en gros, que ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, mais leur droit restait, le droit national primait sur le droit européen. Et ils ont récidivé en mai 2020. Cette fois-ci, c'était pour refuser la politique de la BCE, qui voulait en fait mutualiser les dettes de l'Europe. C'était les fameux Corona Bonds, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc voilà, c'était pour dire qu'il n'y avait pas forcément de... voilà, il y avait quand même des moyens de contrer cette juridiction européenne envahissante. Et d'ailleurs, la Pologne, en 2021, a aussi remis en question cette primauté du droit, notamment parce qu'ils voulaient faire une réforme judiciaire. Et ils ont dit à l'Union européenne, écoutez, nous, on va faire notre réforme judiciaire qui ne correspond pas aux normes européennes. Et du coup, il y a eu un conflit avec Ursula von der Leyen et le Premier ministre polonais. D'ailleurs, il y a des images sur Internet qui sont très, très marrantes. On voit le Premier ministre polonais qui ne se ménage pas et qui fait bien comprendre que Ursula, elle est bien gentille, mais il faudrait qu'elle retourne dans son pays, en gros. Alors du coup, l'Allemagne et la Pologne, en fait, ont juste eu limite des rappels à l'ordre. Il n'y a pas vraiment eu de sanctions. Donc voilà, c'était juste pour dire que quand on veut, on peut. Voilà. Nous retenons la leçon Ursula zurück in Irland. Je traduis ce que t'as dit, Maxime, en allemand dans Salon. Le message est passé. Du coup, oui, excusez-moi. Donc, nous allons poursuivre les questions. Donc, Christelle nous a répondu. Maxime est intervenu. Geoffrey, vous pouvez tout à fait intervenir également si vous semblez pouvoir dire des choses pertinentes.
Geoffrey, justement, je vais vous poser cette question. Selon vous, l'Union européenne ainsi que ses institutions défendent-elles l'identité européenne? Alors, c'est assez marrant parce qu'on parlait justement des institutions de l'Union européenne et moi je les comparais. J'avais lu une étude intéressante là-dessus qu'il faudrait que je vous retrouve, qui comparait l'Union européenne à l'Union soviétique. Alors déjà dans son organisation, c'est-à-dire que quand on regarde bien aujourd'hui, celui qui décide, l'exécutif, c'est la Commission européenne, qui n'est pas élue, mais qui est nommée par les gouvernements, par les chefs d'État. Comme c'était le cas pour le Sovnarkon, il me semble, jusqu'en 1946, et qui est devenu après le Conseil des ministres dans l'Union soviétique, qui jouaient vraiment le rôle de commission, le rôle d'exécutif. Voilà. Et à côté de ça, aujourd'hui, on a le Parlement européen qui a un semblant de démocratie, mais qui en réalité ne possède absolument pas l'initiative législative. Ce n'est pas lui qui donne l'impulsion. Il ne fait que co-décider avec le Conseil, comme le disait Christophe tout à l'heure. Voilà. Et à l'époque soviétique, il y avait un petit peu quelque chose de similaire qui était le Soviet suprême. Donc c'était une assemblée qui se réunissait tous les 2 ans pendant une semaine et qui ne faisait que valider. Ils avaient intérêt à valider d'ailleurs, en République soviétique, à valider les textes du Sovnarkon. Donc déjà, d'un point de vue institutionnel, c'est un petit peu similaire quand même. On retrouve quelques éléments. Ensuite, en ce qui concerne la nation, je vais encore refaire un parallèle avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Union européenne a pour but l'effacement des nations. On inculque aujourd'hui aux enfants qu'on est européens avant d'être français. Ça, on le voit tous. On voit fleurir des drapeaux européens partout, et ça, c'est dans chaque pays. Comme on inculquait avant aux jeunes Ukrainiens, par exemple, qu'ils étaient soviétiques, voilà. Ou comme aux jeunes Arméniens. Dans leur idéologie européenne, la nation doit disparaître au profit d'un grand État fédéral qui est l'Union européenne. Par exemple, l'idée, c'est vraiment de casser la notion de nation. Dans les années 20, l'URSS avait coupé l'Arménie en 2. D'ailleurs, on a vu les conséquences près d'un siècle plus tard, avec ce qui s'est passé au Karabagh. C'est un petit peu le même problème qui s'est déroulé avec l'Ukraine et le Donbass. Voilà. Donc l'idée était vraiment de casser la notion de peuple et de nation, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union européenne. Tout ça, c'est pour créer, je dirais, une nouvelle entité politique et historique. On apprend qu'on est tous européens, et quand vous regardez bien, on essaie de modifier un petit peu l'histoire. Ça a des répercussions aujourd'hui sur l'éducation nationale, par exemple. On vous apprend plus vraiment l'histoire de France, les Jeanne d'Arc, etc. C'est fini. On a une vision européenne. En plus, on a une vision européenne culpabilisatrice parce qu'on vous apprend aujourd'hui que vous êtes des méchants blancs colonisateurs, des esclavagistes, presque des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de dire qu'on est un peuple européen et puis un peuple français. De toute façon, aujourd'hui, vous n'avez plus forcément la nationalité française, vous avez de plus en plus la nationalité européenne. Voilà. Et ça se voit, il suffit de regarder un petit peu les cartes d'identité qui sont de plus en plus uniformisées. Donc après, pour revenir un petit peu à ce parallèle, vous avez pu voir que ces différents peuples qui composent l'Union européenne, n'ont pas vraiment leur mot à dire. Le Danemark, par exemple, était contre Maastricht. L'Irlande était contre le traité de Nice. La Suisse a réussi à s'en sortir, elle a refusé 5 fois. Mais si vous vous souvenez, par exemple, le référendum français sur la Constitution européenne, il a été refusé à la fois par la France, mais aussi par les Pays-Bas. Et pourtant, 3 ans plus tard, on vous a créé le traité de Lisbonne, qui est le copier-coller en fait. Vraiment le copier-coller, on a modifié quelques termes. On a fait un traité de l'Union européenne, on a fait un traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui sont vraiment les 2 piliers, on va pas dire constitutionnels, mais presque, de l'Union européenne. Et l'Union européenne a le même désavantage que l'Union soviétique, dans le sens où il est très difficile de les démocratiser. Parce qu'il s'agit de pays avec des cultures, même si on fait partie d'une même civilisation, ce sont quand même des pays avec des cultures et des langues différentes, avec des histoires différentes. Et le plus gros problème, je dirais, c'est que ce sont des États avec des intérêts économiques parfois contradictoires et concurrents. On peut pas harmoniser les règles. C'est un petit peu comme
disait tout à l'heure Maxime, au niveau de la monnaie, c'est la même chose au niveau commercial. On ne peut pas harmoniser les règles entre les Allemands, par exemple, et les Grecs. C'est impossible. Voilà. Et je dirais aussi que on rentre également dans une... Bon, maintenant, on utilise le terme wokisme. Alors, je ne sais pas si des auditeurs ont eu l'occasion de se rendre au sein du Parlement européen. Si vous rentrez à l'intérieur, vous allez voir des affiches, des réunions publiques, des apéros en soutien au lobby LGBT, au soutien aux migrants, j'en passe. L'idée aujourd'hui au sein de l'Union européenne, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, si vous êtes contre l'immigration, vous êtes un raciste. Si vous êtes contre l'intégration, vous êtes un xénophobe. Si vous n'accordez pas tous les droits LGBT, etc., et j'en passe, vous êtes un homophobe. Bref, l'idée est vraiment de rentrer dans une nouvelle doctrine. On a inventé il y a un siècle l'homo soviéticus. Aujourd'hui, on invente l'homo européaniste, européicus, on va dire, comment dire, qui doit s'écraser aujourd'hui vis-à-vis des minorités, et ça se ressent de plus en plus. Voilà. Donc dire que, grosso modo, dire que l'Union européenne est en train d'effacer les nations, c'est vrai. On ne peut pas en dire plus. D'ailleurs, je dirais même qu'ils sont en train de recomposer l'organisation administrative de chaque pays. Il y a quelques années, je ne sais plus, c'était en 2015, on a fusionné des régions. Alors pourquoi on passe de 22 régions à 13? L'idée était de correspondre davantage à des régions similaires au Länder allemand. Voilà. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des années, certaines régions vont d'autres pays, des autonomies espagnoles ou en Italie, on va essayer de les faire fusionner, voire de diviser ces centres grosses pour correspondre vraiment à des régions de taille européenne, on va dire. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse sur l'identité. Et en effet, je ne peux qu'approuver vous dire. J'ai été au Parlement européen en 2018 ou 2019, peut-être 19. Et effectivement, il y avait bien les affiches que vous aviez décrites. D'ailleurs, j'y étais avec Nicolas Bay. Il nous avait invités parce que j'étais au Front National à l'époque. Et nous avons même été engueulés car nous avions chanté dans la cour l'hymne national. Et il y avait eu des bonnes femmes qui étaient venues pour nous dire que c'était un territoire européen et pas français. Nous étions complètement abasourdis. Puis on a appris que c'était réellement interdit de chanter un hymne national au sein du Parlement européen, même pas dans l'hémicycle, même dans la cour. Et nous avons été coursés par des vigiles. Voilà la petite anecdote qui est quand même assez amusante. Si vous me permettez, il y a eu également un petit souci il y a 2 ans parce que les députés européens du Rassemblement national avaient posé des petits drapeaux français sur leur pupitre. Voilà, pendant l'hémicycle, c'était un scandale. Ils ont été obligés de retirer leur drapeau. Voilà. Et c'est même les huissiers qui sont venus les forcer à retirer ces petits drapeaux, vraiment tout petits. Mais voilà, l'idée c'est de dire que quand on est dans l'Union européenne, la notion de nation et de peuple doit disparaître au profit d'une seule, l'Union européenne, et d'un seul pays, l'Europe. La culture, enfin l'identité française est remplacée par l'identité européenne. Ah oui, Christelle, excusez-moi, Excusez-moi, j'ai une petite voix, c'est peut-être pour ça. Je souhaitais rebondir sur la précédente intervention que je trouve vraiment très pertinente et qui m'a fait écho à beaucoup de choses, notamment au niveau de la collectivité européenne d'Alsace. Vous parliez précédemment de régions fusionnées, donc c'est la loi NOTRe. Je rappelle pour nos auditeurs, s'ils veulent se renseigner sur le projet de loi, NOTRe, tout en majuscule, sauf le petit E qui est en minuscule, qui a été faite en 2015 avec la fusion des régions. Mais plus récemment, en 2020, on a eu le droit, si je puis dire, en plus c'est le thème de l'émission, le droit, on est bien, à la collectivité européenne d'Alsace, donc qui est clairement ce que mon collègue énonce comme une région européenne à taille de Länder, exactement, on est tout à fait dedans, avec une hégémonie de l'Alsace, au niveau de l'Alsace, avec la compétence de l'Allemagne, qui est très importante à ce niveau, avec une ingérence de l'Allemagne dans le territoire de France par cette collectivité européenne d'Alsace. Et on peut y voir, si je peux me permettre cette petite digression, on peut dire, patriotique, avec une perte territoriale.
parce que vous parliez de refonte de l'administration des États membres par une Union européenne toujours plus ingérante, comme le poulpe soviétique dans les affiches de propagande qu'on voyait de l'Ouest avec la pieuvre de l'Union soviétique qui s'étend comme ça. On est exactement là-dedans avec l'Allemagne qui ronge les États et les territoires. Donc la collectivité européenne d'Alsace en est le parfait exemple. Et ça nous fait écho notamment à la reconquête, si je puis dire, le mot est mal choisi, de l'Alsace par l'Allemagne en fait. Donc on a perdu un territoire que dans l'histoire nous avions défendu par notre sang, par notre patriotisme au profit d'une hégémonie allemande qui refond administrativement les territoires pour imposer sa vision des choses et ses intérêts à une France qui, comme rappelé précédemment, n'a pas les mêmes intérêts économiques, qui sont des intérêts économiques contradictoires, ce qui crée des malaises administratifs, des millefeuilles administratifs, des pertes financières, des conflits de compétences et beaucoup de choses comme ça. Et on revient aussi à cette européanisation des États sous la bannière fédérale d'une Union européenne toujours plus importante, avec, comme rappelé à juste titre et de façon très pertinente, les cartes d'identité, des cartes qui sont biométriques, qui présentent le drapeau européen au lieu du drapeau français, en premier lieu, ce qui est tout à fait représentatif de cette hégémonie européenne dans le fonctionnement administratif des citoyens, dans leur représentation administrative auprès de leur État d'origine, et qui crée vraiment un sentiment de fédéralisme et d'asservissement des États à la pieuvre européenne. Et c'était une intervention pertinente qui m'a fait écho à toutes ces choses. Merci beaucoup pour les choses que ça vous évoque et de nous avoir fait partager. Je me demandais, j'en profite tant que j'ai un assistant parlementaire qui m'écoute actuellement, il y a une rumeur, on va dire, c'est de l'autorité publique, comme quoi il y avait une assez grande proportion d'homosexuels dans les cadres politiques du Front National. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Alors, pour être honnête avec vous, c'est pas une légende. C'est pas une légende du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi le Rassemblement national en a attiré autant. J'ignore vraiment la raison. Il y a plusieurs explications. La première, c'est que, et c'est pas seulement au Rassemblement national, c'est même la politique, les homosexuels n'ont pas de famille, d'enfants ou de vision à long terme d'une famille. Donc forcément, ils ont beaucoup plus de temps pour la politique, et j'ai pu l'apercevoir avec des cadres locaux. Donc forcément, il y a une petite surreprésentation. Par contre, il y a un élément qui se produit au RN. Donc c'est un sujet extrêmement tabou. Si vous avez le malheur d'en parler, vous êtes mal parti. Et vous avez la mère Le Penado. Il y a eu vraiment un lobby gay très très fort au sein du Rassemblement national. Ne pas en parler, voilà, je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Pourquoi? Et j'en en parlais justement l'autre jour avec mes collègues. Ces personnes, je ne juge personne, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie, mais ils n'ont peut-être pas la même conception de l'avenir de la France et de l'avenir de la sécurité, enfin, j'en passe. Quand nous, on s'engage pour un parti politique comme Reconquête, par exemple, ou même au RN à l'origine, avant que ça parte dans ce sens-là, on fait ça en pensant, pas seulement pour nous, mais on pense à nos enfants et nos petits-enfants derrière, pour pas qu'ils n'aient, comme j'aime à dire, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui par les urnes, c'est pour éviter qu'eux le fassent par les armes. Sauf que eux, donc ce lobby très puissant au sein du Rassemblement national, n'a pas cette conception. En général, ceux que j'ai connus, 80% d'entre eux font de la politique au RN parce que le vent souffle bien sur le RN, que les places se font, que des postes et des mandats sont de plus en plus gagnables, et parce que ça leur plaît, tout simplement. Voilà. Donc, bien sûr, je donnerai pas de nom, mais je dirais que minimum 2 tiers, voire 3/4 des cadres nationaux du RN en font partie. Et c'est même assez grave parce que les gens qui, comme moi, ne font absolument pas partie, donc voilà, ni homosexuels, ni
hétéros qui acceptent de passer sur le canapé pour avoir une promotion. Des gens comme moi se font systématiquement mettre au banc et voilà. C'est un système très très particulier, j'ose dire écœurant, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui au Rassemblement national. Merci de nous avoir fait part de votre témoignage parce que j'en ai profité aussi de vous poser la question parce que c'est un sujet dont on ne parle jamais. Il y a vraiment beaucoup de tabous là-dessus et je pense que c'est un problème puisqu'il y a énormément de choses intéressantes à dire là-dessus. Donc je vous remercie d'avoir pris la parole ce soir. Pas de souci, mais c'est vrai que c'est un problème. Voilà, c'est un problème très récurrent au Rassemblement national et c'est extrêmement tabou d'en parler. Mais bon, je n'en fais plus partie, donc la parole se libère un petit peu. Mais d'ailleurs, ça crée quand même pas mal de problèmes juridiques, hein, ces histoires. Hein. Entre les histoires d'harcèlement sexuel, tentatives de viol, etc. Voilà. Ils ont encore eu de la chance qu'il n'y ait pas eu trop de fuites médiatiques. Hein. Effectivement. Maxime Leroy, après avoir rappelé ce qu'était l'espace Schengen, pensez-vous que nous devrions rester dans cet espace et pourquoi devrions-nous le quitter ? Oui, donc l'espace Schengen, c'est en fait la seule frontière que l'Union européenne autorise. Donc les frontières nationales ont disparu au détriment de cet espace Schengen. Donc en fait, c'est l'ensemble des pays qui ont une frontière extérieure avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Rappelle-moi la deuxième question. C'était en gros, est-ce que c'est un danger, c'est ça ? Globalement, est-ce qu'il faut quitter l'espace Schengen et si on doit le quitter, pourquoi ? En quoi ça nous serait bénéfique ? Bon, je parle en mon nom. Je pense que pour moi, il faudrait en fait avoir l'espace Schengen plus des frontières nationales. C'est-à-dire qu'il faudrait dans le même temps défendre nos frontières, donc rouvrir, du coup refermer nos frontières avec des points d'accès, et en plus de ça avoir des frontières extérieures, donc des pays frontaliers avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Comme ça, on pourrait avoir une double barrière en fait avec notamment l'Afrique. Ça pourrait, je pense, limiter fortement l'immigration et surtout dissuader nos chers Africains de venir en Europe dans ce fameux Eldorado qui n'a que des noms. Oui, donc pour moi, faut pas forcément sortir de Schengen, il faut en fait mettre plusieurs barrières. Il faut utiliser Schengen et renforcer nos frontières nationales. Renforcer nos frontières nationales, évidemment, pour lutter contre l'immigration. Ça, vous avez bien compris. Contre les chances pour la France, oui. Contre les Suédois anglais, excusez-moi, ils sont devenus anglais maintenant, les anglais bouddhistes de Darmanin. D'ailleurs, un petit mot, il n'y aura pas nécessairement de questions là-dessus. Oh, si vous voulez réagir là-dessus, aucun souci. Mais bon, on a vu ce qui s'est passé au Stade de France lors de la Ligue des Champions. Darmanin accuse les supporters anglais. Éric Zemmour avait dévoilé que parmi tous ceux qui avaient été mis en garde à vue, il n'y en avait aucun qui était anglais. Encore là, une manipulation de notre nouveau, du coup, gouvernement pour dissimuler la réalité. Cristal, l'Union européenne permet-elle de peser sur la scène internationale, mais à quel prix ? Oui, l'Union européenne, effectivement, peut permettre de peser effectivement sur la représentation internationale au niveau notamment économique. Hein, on peut en parler avec le marché commun, l'abolition des tarifs douaniers, qui crée une meilleure fluidité du marché. Mais on peut parler clairement, on va parler dans un premier temps des aspects qui peuvent être considérés comme positifs et dans un deuxième temps des aspects qui peuvent être considérés comme négatifs. Dans un premier temps, on peut notamment citer, si on se base sur des faits réels, l'abolition des tarifs douaniers, elle peut être intéressante pour la fluctuation des marchandises et des personnes. Mais il y a un côté plus sombre qui est les travailleurs détachés, qui est également le problème de migration intensive par le fait
de la libéralisation des capitaux et des personnes. Donc effectivement, on peut avoir une certaine rayonnance au niveau notamment de la collaboration avec d'autres unions d'États comme l'Union africaine ou comme l'OCDE, comme des organisations intergouvernementales, l'ASEAN ou des choses comme ça, le Mercosur ou des choses comme ça. Mais ce commerce-là, effectivement, permet d'injecter des richesses dans les États et dans l'Union par le biais du commerce, mais la contrepartie, c'est d'assumer les conséquences de cette libéralisation des capitaux et des personnes. Donc les travailleurs détachés, l'immigration, le problème de la précarisation de l'emploi, notamment qui en découle avec le principe des salariés jetables, hein, finalement, qui sont réifiés, hein, on peut le dire honnêtement. Le problème également monétaire, parce que comme rappelé précédemment, il n'y a pas tous les États membres qui sont présents dans l'union monétaire de l'euro. Donc il y a des problèmes au niveau monétaire qui peuvent être faits par ce libre-échange finalement des personnes et des capitaux. Donc on a effectivement un certain poids de négociation économique. On peut attirer des richesses. On peut également faire de l'échange de marchandises spécialisées. Donc il fut un temps où on était spécialisé en Europe avec tout ce qui était les marchandises qui touchaient au domaine nucléaire, au domaine de la fission atomique, des choses comme ça. Mais ce n'est plus opérant. Ce n'est plus opérant parce que finalement, les, les problèmes sont très importants. Je parle de la PAC parce que c'est un sujet qui m'intéresse, de la politique agricole commune. On est en situation actuellement de pénurie alimentaire, donc comme on l'a remarqué avec les problèmes d'approvisionnement en termes de produits de première nécessité. On a eu des problèmes avec la farine, on a eu des problèmes avec l'huile, on a des problèmes avec beaucoup de choses. Et ça, c'est dû aussi à cette ultralibéralisation des flux humains et des flux mercantiles, des denrées mercantiles, parce que les États, pour parler du domaine agricole, pour illustrer un peu les inconvénients, c'est un exemple probant, vu notre période de crise alimentaire, qui ne va pas cesser. Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est une réalité factuelle. Les États sont spécialisés dans la production de un ou deux produits, donc c'est ce que l'on appelle des produits phares, qu'ils diffusent dans l'Union européenne et au-delà. Et le problème, c'est que si ces États ont des problèmes au niveau, par exemple, de la météo, au niveau des intrants, au niveau des pesticides, des choses comme ça, et que la production, elle est sapée, bah, tous les autres États, ils sont impactés, et ainsi de suite. Même des États hors Union qui commercent avec l'Union, parce que l'Union a un poids économique, on le voit notamment avec l'Ukraine et puis l'huile, avec le blé et la Russie, on voit qu'il y a des soucis. Parce que certes, l'Union européenne est un poids économique qui peut faire des transactions avec des superpuissances, des BRICSAM notamment, donc des puissances émergentes, mais qui paye la contrepartie assez cher en cas de pénurie d'un des produits phares des États associés ou des États membres de l'Union, qui peut créer des pénuries très importantes et faire un effet domino. Donc oui, on a un pouvoir important sur la scène internationale, mais ce pouvoir est à nuancer avec les problèmes écologiques, avec les problèmes liés à l'ultralibéralisme et au libre-échange, et avec la précarisation des emplois, avec le non-respect des travailleurs, avec la migration intensive, avec la diffusion également. On avait parlé d'un sujet dans la précédente émission du bien-être animal, de problèmes au niveau animal, hein, avec la libéralisation du halal, notamment, qui est promeut en fait par l'Union européenne. Et on a des problèmes alimentaires qui sont majeurs et qui vont s'accroître, et des problèmes de précarisation des emplois et de chômage qui sont très importants. Donc c'est une contrepartie assez chère pour un poids, un poids à nuancer. Et au niveau politique, je ne pense pas que l'Union européenne soit à même d'être une puissance réellement importante dans la négociation internationale.
On l'a bien vu avec la crise ukrainienne. L'Union européenne, elle jette le bébé avec l'eau du bain, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'elle se décharge de toute responsabilité, en quelque sorte. Elle ne fait que des transactions sous le tapis. On envoie d'armes, on envoie de produits de guerre, de choses comme ça, mais elle n'essaye pas de négocier de façon frontale et d'assurer son rôle d'organisation intergouvernementale à visée démocratique et diplomatique, selon elle, bien sûr. Donc on a, comme j'en ai parlé tout à l'heure, une différence importante entre la théorie et la pratique. Donc on a un poids économique qui est certes important, mais à relativiser, et un poids politique pour moi qui est vraiment résiduel, parce que je ne pense pas que l'Union européenne puisse faire face, par exemple, à la Chine ou la Russie plus la Chine. Donc un dessin qui est en train une esquisse qui est en train de se préciser, l'union entre la Chine et la Russie. Je ne pense pas que l'Union européenne sera prête à faire face à de telles puissances, de telles puissances économiques et politiques. Je ne pense pas. Donc notre poids est vraiment à relativiser et je pense que les inconvénients sont plus importants que les avantages. Pour rebondir à ce que dit Christelle très justement, en fait, il y a un économiste français qui a reçu le prix Nobel d'économie en 88, qui avait défini un concept, une théorie d'ordolibéralisme. Donc en fait, l'ordolibéralisme, c'est tout simplement cette théorie qui veut qu'on ne fasse des échanges économiques avec des pays homogènes, donc qui ont un même niveau de développement, une même protection sociale, des mêmes normes environnementales, et qui excluent tout échange avec des pays qui ne font pas partie de ces critères. Et je pense que c'est ce que l'Union européenne devrait faire à l'avenir pour se protéger comme le disait tout à l'heure Christelle, justement des travailleurs détachés. Ce qu'on voit dans l'Union européenne, on a accueilli de plus en plus de pays. Sauf que ces pays, il y a des pays, en fait, le revenu moyen, c'est 350 euros. Donc comment peut-on lutter contre ces pays si, en fait, on libéralise totalement les économies au sein de l'Union européenne? On voit très bien, en France, il y a de plus en plus de travailleurs détachés. Ils ne payent pas, du coup, tout ce qui est taxes et impôts, cotisations sociales, cotisations patronales, si je comprends bien, si je ne dis pas de bêtises. Donc au lieu de les payer au SMIC à 1300, bah, en fait on les paye beaucoup moins parce que bah, en France la différence entre le brut et le net est énorme, donc ça crée voilà une concurrence totalement déloyale. Donc je pense que ouais, les travaux de Maurice Allais, donc ce prix Nobel d'économie, serait, je pense, ce serait intéressant que nos dirigeants les lisent pour éviter justement l'appauvrissement de nos économies. Merci beaucoup pour ce rebondissement. Et évidemment, quand on parle de l'Union européenne et de ses accords internationaux, je ne peux m'empêcher de penser à CETA. Vous vous en souvenez, je pense, CETA 2017, qui était sur la consommation de la viande entre les États-Unis, le Canada et l'Union européenne, sans distinction des États. Excusez-moi, je veux dire, concernant la viande qui était principalement OGM dans des élevages intensifs d'Amérique du Nord, qui donc délaissait l'élevage bien français de chez nous pour nos cantines scolaires notamment. Revenons, Maxime Leroy, tu vous preniez la parole justement. J'aimerais en rajouter une. L'Union européenne favorise-t-elle selon vous l'immigration afro-musulmane en France ? C'est indéniable. On parlait tout à l'heure de l'espace Schengen. Quand je disais qu'il fallait renforcer cet espace Schengen, c'est parce que c'est une véritable passoire. Voilà, il y a ce système de Frontex, donc c'est cet organisme qui est censé protéger les pays européens à la frontière, donc avoir des genres de gendarmes. On voit très bien qu'ils ne font absolument pas leur boulot, et c'est totalement idéologique. En fait, nos dirigeants européens, qui, comme le rappelait tout à l'heure Christelle et Geoffrey, ne sont pas élus. Ces gens ont un mécanisme mental totalement gauchiste. Ils sont totalement égalitaristes.
Donc pour eux, ils voient que les Européens ne font plus d'enfants. Ils se disent, tiens, ben on va importer des Africains, ce sera très bien pour nos économies. Surtout qu'en plus, il y a énormément de lobbyisme dans l'Union européenne. Bon, c'est totalement dans le sujet parce qu'on parle de souveraineté et c'est vrai que laisser faire tous ces lobbies, je crois qu'il y a environ 15 000 lobbyistes rien qu'à Bruxelles pour 33 000 employés de la Commission européenne. Donc on voit qu'il y a quasiment deux fois moins de lobbyistes, mais du coup, en comparaison, c'est énorme. Et du coup, ces lobbies industriels ou quelconques font pression sur les commissaires européens, sur les députés, pour faire venir ces main-d'œuvre pas chères, pour faire baisser les salaires. Eux, ça les arrange bien. Ils ont pas, ça leur fait moins de charges. Donc oui, l'Union européenne en général est totalement sur la ligne mondialiste, égalitariste. Ils ne défendent absolument pas de cette invasion migratoire qui vient principalement d'Afrique. En plus, ces immigrés sont pour la plupart très peu diplômés. Alors, en Europe, on a cette particularité de faire partir des bac+5 et de faire venir des bac-5. Et après, on s'étonne que nos économies soient en berne, que les taux de croissance sont très très faibles, que le QI baisse en moyenne en Europe depuis des années. Je crois que depuis 30 ans, le QI moyen des Européens a baissé de 5 points. C'est pas parce que les blancs européens sont de plus en plus cons, hein. C'est parce qu'on importe des gens qui ont entre 60 et 80 QI. Automatiquement, ça fait baisser la moyenne nationale. Oui, voilà, l'Union européenne, de toute façon, ils ne font rien pour protéger les nations européennes. Et c'est voulu parce que pour eux, plus les nations sont faibles, plus ils vont vouloir se rattacher à l'Union européenne, justement. Quand on entend Macron parler tout le temps d'Europe à longueur de journée, franchement, des fois, quand j'entends Macron, je n'entends même pas parler de France. Il parle tout le temps d'Union européenne, tout le temps d'Europe. Il ne parle même plus de France. Pour lui, dans sa tête, la France, ça n'existe quasiment plus. D'ailleurs, il disait que la France n'avait même pas de culture. Voilà, donc ce sont ces gens totalement déracinés, totalement mondialistes, qui, dans tous les domaines, veulent détruire les identités européennes. Et ils commenceront par les pays, en fait. Voilà. Donc, ils vont les détruire démographiquement, économiquement, et voilà. Si vous me permettez, je voudrais rebondir sur 2 points dont Maxime a parlé. Allez-y, bien sûr. Concernant les lobbies, Allez-y, bien sûr. je confirme pour les lobbies, il y a toute une rue entière d'ailleurs de lobbies, il y a des bâtiments de lobbies derrière le Parlement européen. Ils sont extrêmement puissants, ils sont omniprésents et ils n'hésitent pas à offrir énormément de cadeaux aux députés. Ça, je l'ai vu. Les lobbies les plus importants sont ceux de ce qu'on appelle le green business, donc tout ce qui est marché de l'éolienne. Donc vous comprenez pourquoi il y en a partout dans nos départements. Également ceux de la santé et de l'agroalimentaire. Ils sont vraiment partout. Et le problème, c'est qu'on ne les reconnaît pas. Donc on peut arriver au café du Parlement et s'asseoir à un côté d'un lobby sans le savoir. Et ils tentent de monter un petit peu la tête tout doucement. Ils sont très doués par contre, très très doués. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de faire voter les textes qui les arrangent le plus. Le deuxième point, c'était sur l'arrivée massive de l'Afrique en Europe. Il y a l'Union européenne qui en est responsable. Il y a aussi le Conseil de l'Europe qui participe activement à travers la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, pour rappel, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a, on va dire, généralisé le regroupement familial, qui interdit les reconduites aux frontières toutes les 2 minutes, qui condamne la France pour mauvais traitement vis-à-vis des migrants et j'en passe. Donc l'Union européenne y participe, mais elle n'est pas la seule. Le Conseil de l'Europe est très actif sur le sujet. Voilà, c'est une petite anecdote. Oui, d'ailleurs, j'ai travaillé 3 ans à Bruxelles et je les voyais, les lobbyistes, en fait. Bon, ils se cachent, mais quand on cherche bien, on les trouve.
D'ailleurs, officiellement, il y a environ 3500 structures de lobbying tout autour du Parlement européen. Et d'ailleurs, tout autour du Parlement européen, il y a ouais, il y a toutes les entreprises ont leurs petits locaux pour abriter ces lobbyistes. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Geoffrey Fournier, et merci aussi pour votre courage. Parler des lobbyistes et aussi de leur méthode, tout le monde n'ose pas le faire. Tout le monde n'ose pas le faire, donc je voulais saluer aussi votre courage. Et aussi pour répondre à Maxime Leroy sur ce qui était dit tout à l'heure, revenons sur le QI, 2 secondes. Effectivement, si la moyenne nationale, elle baisse énormément, là on a baissé de 6 points en 15-20 ans, c'est la raison principale est évidemment l'immigration. Et l'Union européenne est contente de cette baisse de QI aussi, parce que l'Union européenne, selon mon point de vue, cherche avant tout des consommateurs. Et c'est beaucoup plus facile d'être consommateur quand on a un QI un peu faible. Et je pense même d'ailleurs que le QI des personnes qui ne migrent pas est encouragé à baisser quand on voit notre nouveau modèle de consommation et nos nouveaux loisirs. Après, c'est pas mon rôle de développer là-dessus, et je ne vais pas apporter une vision pessimiste là-dessus, mais c'était pour compléter ce que disait Maxime Leroy là-dessus. Geoffrey Fournier, d'ailleurs, j'aurais aimé savoir, vu que vous étiez assistant parlementaire, avis, recommandations, décisions, directives, pouvez-vous nous expliquer les distinctions entre ces différentes terminologies? Alors, c'est une distinction un petit peu technique. Vous avez oublié règlement. Alors, alors, le plus important, ce sont les directives européennes qui fixent un peu un cadre général. Les directives sont votées du coup codécidées par le Parlement et le Conseil sur l'initiative de la Commission. Ces directives, bon, il y en a un petit peu partout, hein, dans tous les domaines. Les États doivent le transposer dans leur droit national, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'applicabilité directe. Ils doivent faire eux-mêmes une loi pour que cette directive soit applicable en droit interne. Bon, il y a quand même une petite exception. Excusez-moi, Geoffrey Fournier, je me permets de vous interrompre parce que depuis quelques minutes, on vous entend un peu moins bien. On a un peu de mal à vous entendre. D'accord, je suis à la campagne, hein, des fois ça coupe. Voilà. Donc je disais, du coup, les directives sont votées et les États membres doivent les transposer en droit interne. Donc ils doivent eux-mêmes refaire une loi pour l'adapter à leur droit. Voilà. On leur donne là, un petit peu de permission pour les moyens et les méthodes. Mais voilà, c'est vraiment fixer un cadre général. Mais théoriquement, ils ne sont pas d'applicabilité directe. Les États ont en général 3 ans pour le faire. Et s'ils ne le font pas, ils s'exposent à des sanctions. Ensuite, on a ce qu'on appelle les règlements européens. Les règlements sont votés et une fois qu'ils sont publiés au journal officiel de l'Union européenne, ils sont d'applicabilité directe. Il n'y a pas besoin de transposition en droit interne, ça s'applique directement et tout préjudiciable peut s'en prévaloir. Les décisions, bon, on n'en parle pas trop, c'est plutôt des décisions individuelles. C'est-à-dire, par exemple, la Commission donne une amende à Microsoft sans passer par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est une décision individuelle. Bah, c'est vraiment entre l'Union européenne et une personne morale ou un État. Quant aux recommandations et les avis, c'est un petit peu la même chose. Ce sont tout simplement des recommandations et avis qui n'ont aucun intérêt juridique. On peut totalement les violer. Il n'y a aucun souci là-dessus. La distinction entre les deux, les avis, c'est davantage la Cour de justice de l'Union européenne. Les recommandations, c'est davantage la Commission et parfois le Conseil. Mais les plus importants à retenir sont vraiment les directives et les règlements européens. Merci beaucoup. Ah, j'entends une voix. Oui, c'est moi, si je puis me permettre. Effectivement, la distinction entre les actes a été rappelée de façon très concise et efficace. Et j'irais même jusqu'à rajouter une petite chose, c'est que parce que nos auditeurs peuvent peut-être se poser la question de, effectivement, on doit transposer, on a une obligation de transposition et on peut s'exposer à des sanctions, mais en vertu de quel principe y est-on obligé? Ça, c'est une question qui peut être posée. Et
je vais y répondre parce que je me la suppose aussi au moment où j'avais commencé mes études. Et en fait, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée. La primauté du droit européen, elle est consacrée par un article fondateur de la CJCE. Donc la CJCE, c'est l'ancêtre de la CJUE, de la Cour de justice de l'Union, par un arrêt, donc qui est l'arrêt Costa contre Enel, donc de 64, qui mentionne explicitement cette primauté, et cette primauté a été reconnue dans notre Constitution française. Pour les curieux, ils peuvent aller consulter sur Internet l'article 55 de la Constitution de 1958, qui consacre cette primauté du droit de l'UE sur le droit national. Et même, il y a une chose qui est très importante, c'est que si une personne privée ou une personne morale vient à connaître une norme européenne qui a portée normative et qui est violée par un État ou par une personne privée, elle peut demander à bénéficier de cette norme européenne et au détriment des normes nationales. Et il y a possibilité donc d'exclure pour une décision, donc une décision qu'autorité de la chose jugée, qui s'applique en cas d'espèce, il est possible d'écarter une norme inconventionnelle également. Donc j'ai parlé de la dualité des ordres juridictionnels, pour l'ordre juridictionnel administratif, donc les litiges administratifs. La primauté du droit de l'UE fonctionne depuis 1989, donc c'est l'arrêt Niccolo. Elle fonctionne également depuis 1975 pour l'arrêt Jacques Vabre, pour ce qui est de l'ordre juridictionnel judiciaire, qui reconnaissent la primauté du droit de l'UE et le contrôle de conventionnalité des lois par les cours qui sont chargés de ce contrôle et qui imposent une conformité de loi des États membres aux traités internationaux. La primauté, elle est également renforcée par, comme il a été justement rappelé, la transposition des directives européennes et aussi, je peux rappeler, l'effet direct de ces normes qui peuvent être invoquées devant les juridictions, peu importe que les directives elles soient transposées ou non en droit interne du moment qu'elles s'appliquent. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet direct. Il peut être horizontal ou vertical. Il peut être entre personnes privées ou avec l'État, qui peut se rendre coupable d'un délai de non-application du droit de l'UE. Donc ce principe d'effet direct, pour les curieux, il est reconnu par un arrêt de la CJCE qui s'appelle Van Dengenloos. Donc je pourrais l'écrire pour les curieux. Et les autres normes européennes, donc il a été justement rappelé, les décisions qui sont faites par la CJUE, maintenant anciennement CJCE, sont avec une autorité de la chose jugée. Il n'y a pas de règle du précédent comme aux USA, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer la solution d'un litige précédent à un cas d'espèce nouveau. On ne peut pas faire un copier-coller. Il faut faire une décision qui a autorité de la chose jugée. Il n'y a pas de règle du précédent. Et ces décisions, elles sont directement applicables, elles ont un effet normatif. Ça, c'est important de le souligner. Et il était justement rappelé, effectivement, que la recommandation et l'avis ne sont pas du tout contraignants. Mais par contre, effectivement, on doit vraiment retenir que les directives européennes, elles doivent obligatoirement être transposées sous peine de sanctions pécuniaires importantes et de condamnation. Et je peux rappeler également un petit point pour les personnes qui peuvent s'interroger sur le rôle de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, créée par la Convention européenne des droits de l'homme en 1950. Cette Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une institution membre de l'Union européenne. Ça, c'est important de le rappeler parce que beaucoup de personnes amalgament au terme institutionnel, si ça intéresse certains, en se disant la Cour européenne des droits de l'homme fait partie de l'Union européenne en termes d'institution au même titre que la CJUE. Alors que non, c'est une institution européenne séparée parce qu'il y a des incompatibilités au niveau de la Convention et des traités fondateurs de l'Union parce que la Cour européenne des droits de l'homme entrave la portée économique notamment et la portée sociale de l'Union, elle a restreint beaucoup trop. Donc, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc, certes, c'est-à-dire qu'ils se rejoignent en leur projet de destruction des derniers remparts d'État-nation et de créer le fédéralisme. Effectivement, ils se rejoignent en ce point, mais avec quelques petites subtilités
qui sont importantes de souligner pour les personnes qui souhaiteraient approfondir le sujet au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas membre de l'Union européenne à proprement dit. Ce sont des institutions séparées. Mais effectivement, les décisions également de la Cour européenne des droits de l'homme ont également un effet normatif, autorité de la chose jugée, qui doivent être respectées. Par contre, il est aussi important de souligner que dans l'article 55 de la Constitution, on a consacré la primauté du droit de l'Union sous réserve d'application réciproque. Donc, effectivement, les constitutionnalistes disent que la Constitution est pour la norme supérieure par rapport aux normes de l'Union, parce que pour accepter les normes de l'Union, il faut que la Constitution soit révisée pour pouvoir accepter cette norme de l'Union. Mais on va être honnête que si la révision constitutionnelle n'est pas faite, il y a des sanctions. Donc, pour moi, la Constitution n'est pas la norme suprême. Les Polonais l'ont souligné, et tout comme l'équivalent de la Cour constitutionnelle allemande, qui l'a également souligné, mais il y a des sanctions pécuniaires qui sont très importantes, et comme on peut appeler dans notre ordre pénal, des sanctions de jour amende. Donc, effectivement, on a une primauté qui est installée, mais qui est quand même à nuancer, qui est sous réserve d'application réciproque. Donc, si on a un traité international qui nous lie en tant qu'État membre, mais qu'un autre État ne l'applique pas, on peut s'en prévaloir et pouvoir opposer une exception de non-application, une réserve de non-application du traité international pour éviter la condamnation pénale et s'en tirer aux yeux de la justice de l'Union. Mais c'est résiduel, hein, la primauté est bien installée, elle est là, elle continue son projet fédéral et de destruction des identités civilisationnelles des États respectifs. Mais il y a quelques subtilités que je souhaitais tout de même souligner pour les auditeurs qui seraient passionnés par le sujet, parce qu'il est évident que ce sujet nous touche en tant que citoyens des États membres, est un sujet éminemment important qui conditionne notre futur, notre présent, et qui est éminemment important. Mais cependant, il est vraiment important de souligner également que malgré que ce sujet soit très bien choisi et soit très important, les participations aux élections européennes sont les plus basses, alors que le droit de l'Union, en raison de sa primauté, conditionne notre ligne directrice en tant qu'État-nation et notre représentativité internationale en autre. Donc c'est assez impressionnant, ça, c'est assez impressionnant. Et je pense que les citoyens soit ne veulent pas s'informer ou sont mal informés de façon volontaire ou non, hein, de la part des institutions, sur le sort que l'Union européenne a sur eux en tant qu'individu, personne privée ou personne morale, en tant que société ou personne privée. Ah, Merci beaucoup pour ces précisions. permettez, Geoffrey Fournier, bien sûr, je vous laisse. je me permets de prendre la parole pour une petite remarque personnelle. Alors, les auditeurs ont pu s'apercevoir à quel point les juges décident de l'avenir des peuples. Vous avez vu que, à l'origine, l'intégration du droit de l'Union européenne dans les normes internes, l'arrêt Costa contre Enel de 64, c'est une décision d'un juge. La décision des juridictions administratives de laisser entrer le droit de l'Union européenne dans le droit interne, c'est encore une décision du juge Nicolo 89. Idem pour les juridictions judiciaires de 75. En fin de compte, on se rend compte que dans l'Union européenne, comme dans la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est encore pire. Vous partez d'une convention qui comporte à peu près une vingtaine d'articles, et vous avez toute une jurisprudence foisonnante, l'ancêtre du wokisme, on peut complètement le dire. Vous partez d'un simple article, l'individu a le droit au respect de sa vie privée, et vous terminez avec le regroupement familial. Vous commencez avec le droit à la vie et vous terminez sur la GPA. En fin de compte, aujourd'hui, les juges, que ce soit, voilà, parce qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui n'est pas le même que la Cour de justice de l'Union européenne, mais on part encore une fois sur une hégémonie des juges qui sont qui sont clairement devenus des législateurs. En fait. Ce sont devenus des politiques. Et c'est le problème en Europe, qui est l'inverse des États-Unis où les juges sont plus conservateurs. En Europe, que ce soit les juges français ou les juges de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme,
sont essentiellement de gauche. Donc la législation qui n'est pas choisie par le peuple, qui est encore moins choisie par le Parlement européen, elle est choisie par les juges. Et c'est assez grave que euh, des cours décident de l'avenir d'un peuple, voire même d'un continent. Merci beaucoup pour cette précision. Effectivement, le fait que le juge soit législateur, d'un point de vue concret, c'est inquiétant pour la légitimité de l'Union européenne. Mais Geoffrey Fournier, question finale, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, nous avons dépassé l'heure, nous sommes à 1h30 d'ailleurs. Excusez-nous, chers auditeurs, d'avoir dépassé les horaires. Le Parti de la France a décidé de ne pas présenter de candidat aux élections législatives pour ne pas accentuer encore la division nationale et de soutenir l'ensemble des candidats Reconquête dont le projet se rapproche le plus du Parti de la France. Monsieur Fournier, vous qui êtes candidat Reconquête pour les élections législatives arrivant dans 10 jours, pouvez-vous nous expliquer en quoi est-il important que Reconquête, seul parti du camp national, soit représenté à l'Assemblée nationale ? Je dirais que si je peux faire le comparatif entre ce que j'ai connu pendant 5 ans au Rassemblement national et aujourd'hui ce que je connais chez Reconquête, il y a quand même une différence fondamentale dans la sincérité et dans l'honnêteté des propos. La plupart des candidats, alors je vais parler des miens sur le Pas-de-Calais, nous sommes 11 candidats, 9 n'ont jamais fait de politique. Ce sont des gens qui sont issus de la société civile, qui ont décidé non pas de faire de la politique pour faire de la politique, comme c'est le cas au RN, ils ont décidé de faire de la politique parce qu'ils ont écouté Éric Zemmour, qui a réveillé leur amour de la France, l'amour de la patrie. Et ce sont ces gens-là qui doivent se retrouver à l'Assemblée nationale. C'est extrêmement important parce que les années passent, la démographie joue contre nous, et plus tôt on les enverra à l'Assemblée nationale, mieux ce sera. Merci pour la réponse. Donc voilà, votez Reconquête si vous voulez avoir des personnes lucides et qui sont convaincues par Éric Zemmour comme nous. Voilà. Et le vote utile cette fois-ci c'est Reconquête, c'est pas les Absolument. Absolument. De toute façon, on voit bien à quel point il était utile pour Marine Le Pen, je sais pas. Voilà, écoutez, moi j'ai terminé les questions pour vous, mes invités. Maintenant, c'est au tour de l'auditeur. De l'auditoire, excusez-moi, vous êtes 17 à nous écouter. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas. Il y a une petite vingtaine de minutes qui est consacrée pour vous. Voilà, n'hésitez pas. Ou si vous voulez intervenir sur un sujet aussi qui vous tient à cœur concernant l'Union européenne, n'hésitez pas non plus. Visiblement, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ça peut arriver. Peut-être que vous avez été suffisamment tous clairs dans vos développements pour pas qu'il y ait de questions. Je rappelle qu'il faut lever la main. Ah oui, j'ai oublié de préciser ça. Il faut lever la main. Et après, je vous la donne. Et là, vous pourrez parler en appuyant sur le petit bouton bleu. Je précise aussi, le temps que vous arrivez à lever la main, qu'il y aura une rediffusion de l'émission qui sera sur le canal du Parti de la France, où vous pourrez d'ailleurs la commenter. Du coup, en attendant qu'il y ait peut-être des questions, je voulais parler également de la BCE, parce que la Banque Centrale Européenne, je trouve qu'on m'en parle pas assez. Parce que niveau souveraineté, c'est quand même... alors, la souveraineté de sa monnaie, c'est extrêmement important, mais avec l'Union européenne et plus particulièrement la zone euro, la BCE donc, définit les grandes orientations de politique monétaire dans la zone euro, et notamment les taux directeurs. Donc, c'est les taux d'intérêt que les pays peuvent emprunter. Et donc, ce taux est en fait décidé par une personne qui n'est pas élue démocratiquement. Parce que le président de la BCE n'est pas du tout élu par le peuple. D'ailleurs, je me rappelle de Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, qui en fait avait été élu limite par Goldman Sachs. C'était carrément Goldman Sachs, donc son ancien employeur, qui avait
fortement insisté afin que Mario Draghi soit président de la BCE. Donc on s'est retrouvé avec un président de la BCE qui a fait totalement n'importe quoi. Ils ont imprimé énormément de billets, comme on appelle ça la planche à billets, ce qui entraîne en fait l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et également pour les taux d'intérêt, chaque pays normalement devrait avoir son propre taux d'intérêt parce que j'aime à dire que le taux d'intérêt en fait c'est le financement du risque. Et du coup chaque pays connaît son besoin de financement et notamment il y avait je sais plus quel économiste qui disait que un taux d'intérêt doit être en fait proportionnel à l'évolution démographique. Et vu que les démographies n'évoluent pas similairement dans tous les pays, euh, chaque pays doit avoir un taux différent d'intérêt. C'est vrai que nous, bah, du coup, la BCE, c'est eux qui décident, et les pays n'ont absolument rien à dire. Donc c'est une énorme perte en souveraineté monétaire, et ça, c'est qu'on n'en parle pas assez. Bah, je pense aussi parce que les gens ne comprennent rien, mais je pense que c'est vraiment important d'expliquer aux gens l'importance d'également avoir une souveraineté monétaire, en plus d'avoir une souveraineté juridique dont on a parlé ce soir. Effectivement, j'aurais peut-être aussi plus dû parler des financements également, de tout ce qui est Big Five, de Francfort avec la banque. Merci Maxime pour l'intervention. Après, peut-être que ça fera aussi une émission à part entière. Il y a tellement de choses à dire de toute façon. Je vois Floris je vois Crystal Florealis qui désactive son micro. Il est activé parce que effectivement, il était important de faire un petit point, je pense, au niveau des finances, parce que la BCE est un organe, on pourrait dire annexe, mais pas tant que ça, parce que c'est un acteur de l'ombre finalement, qui a effectivement une grande compétence en termes de représentation symbolique de la monnaie, d'inflation et de fixation de taux au niveau monétaire et elle impulse également cette politique que nous subissons, parce que le terme subir, à mon avis, est le plus juste, de principe d'austérité budgétaire poussé à l'extrême avec un taux de déficit qui est fixé, me semble-t-il, je crois que c'est 3%, à 3% et moins de 60% également du PIB en termes de déficit et d'endettement, ce qui est toujours dépassé. Et l'objectif clairement de ces institutions qui impulsent l'austérité budgétaire dans les finances publiques européennes, c'est à l'américaine en fait, c'est en vue de privatiser le service public et de réduire à néant le service public. On le voit notamment avec les plans de relance Covid qui ont été décidés à condition d'une réformation du système de retraite et notamment de l'abaissement des dotations qui sont allouées dans la loi de finances annuelle, des crédits budgétaires donc qui sont dans des sections, etc., au niveau de l'hôpital public, au niveau des associations publiques de médecins de campagne, de choses comme ça. On a finalement, je pense que le droit de la santé est directement lié à ses finances. On peut tout à fait dire que l'Union européenne, qui est à l'image de ce qu'elle est, c'est-à-dire une union technocratique, avec des décideurs qui sont élus et qui ne sont pas élus et qui sont issus d'une caste, voit de façon manichéenne le service public par la finance comme un instrument de mauvaise gestion financière qui doit être rationalisé, et ils ne conçoivent pas qu'on peut bien gérer un service public en étant endetté. On peut gérer correctement un service public et générer de la dette, parce que tout dépend de sa façon de concevoir la bonne gestion financière. Est-ce une bonne gestion financière en vue du confort et de la santé publique des citoyens, donc générant une forme de dette, ou alors une bonne gestion financière vue d'un point de vue ultralibéraliste et technocratique, à savoir
un système de santé à deux vitesses. Donc d'un côté, un hôpital public avec des délais d'attente pour des opérations d'urgence de plus de 7 mois. Je peux que parler de mon expérience personnelle, de plus de 7 mois ou de plus de 8 mois pour certaines de mes connaissances. Et en attendant, vous vous retrouvez dans des chambres où vous êtes deux, vous n'avez aucune assistance médicale parce qu'il n'y a plus assez de personnel, parce que l'hôpital public est en grande souffrance à cause de coupes budgétaires, de pertes de lits impulsées par cette austérité budgétaire européenne qui coupe le service public, qui dissèque le service public et qui, en parallèle, enrichissent leurs copains, c'est-à-dire les cliniques privées, et qui permet une santé en chambre particulière avec des professeurs et non pas des amateurs comme on peut avoir en hôpital public comme des internes ou autres, pour des personnes qui ont les moyens de se soigner et les autres sont mis au rebut d'un système qui est en proie à toutes les dérives ultramondialistes et libérales de la vision la gestion de la santé et de l'état de providence. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres qui illustre au niveau de la Banque centrale européenne et des visions technocratiques impulsées par les institutions exécutives que la gestion financière de ces organismes non élus et technocratiques impacte directement la vie réelle des concitoyens. On a notamment vu, pour les personnes que ça intéresse, dans des quotidiens assez réputés pour leur sérieux en termes de littérature scientifique, des personnes qui décèdent après 11 heures, 12 heures d'attente avec des hémorragies intestinales ou des petites filles qui meurent avec un crâne ouvert dans les hôpitaux parce que on a ce système qui est à l'image de l'Union européenne qui impulse cette mise à mort du service public, tout simplement. Et la finance, je pense, est un sujet cartésien parce qu'il gère tout cela, les politiques européennes, qui se retrouvent conditionnées dans notre État, par exemple au versement de certaines sommes, comme les plans de relance. On est obligé de détruire le service public pour obtenir une somme, alors que le plus ironique de la chose, c'est que nous sommes, maintenant que l'Angleterre est partie, un des plus gros ou le plus gros contributeur et que cet argent, en fait, normalement, nous revient de droit. Mais pour récupérer ce que nous avons donné et qui nous revient de droit, on doit détruire encore plus notre État-nation et la conception française du Conseil national de la résistance pour l'assistance aux travailleurs aux démunis de 1946, donc notre État de providence si cher à tant de Français, notre système de retraite qui est la garantie, encore un des derniers remparts qui est bien attaqué de la survie des travailleurs honnêtes. Alors, si je peux me permettre, nos dirigeants européens ne sont absolument pas libéraux en économie, ce sont des keynésiens, c'est-à-dire qu'ils estiment que l'État doit intervenir dans l'économie et que augmenter la masse monétaire, il faudra augmenter la consommation, ce qui est faux, ce qui n'a jamais fonctionné, et ils continuent dans leur délire. Et concernant la santé, le problème, c'est pas les budgets, c'est en fait ce qu'on en fait du budget. Parce que la France est troisième au niveau mondial au niveau des dépenses de santé, derrière les États-Unis et l'Allemagne. Donc pourquoi avec 13% de dépenses publiques du PIB pour la santé, on n'arrive pas à avoir un système de santé correct? Tout simplement parce qu'on a une bureaucratie totalement soviétique, bolchevique, qui bloque tout, qui a qui coûte un pognon de dingue, comme dirait Macron. Donc, à force d'avoir des gens dans les bureaux qui ne servent à rien, qui foutent à rien, et au lieu de recruter des soignants et d'acheter du matériel, ben, on les laisse parce qu'on peut pas les virer. Parce que bah, dans la fonction publique, il n'y a pas de performance, il y a rien de tout ça, donc on les laisse, ils font rien, et pendant ce temps-là, on l'a bien vu avec la crise Covid, les hôpitaux c'était n'importe quoi. Alors du coup, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu disais, Christelle, notamment par rapport aux hôpitaux privés. Pour très bien connaître le sujet, on est quand même beaucoup mieux soigné dans un hôpital privé. Et d'ailleurs, pendant la crise Covid, nos chers gouvernants n'ont juré que par les hôpitaux publics, à tel point qu'ils ont préféré envoyer des patients Covid en Allemagne plutôt que les mettre dans des cliniques privées,
qui était totalement vide. Donc oui, je pense que c'est un sujet compliqué, mais c'est pas absolument pas une question de budget. Chris. Ah, bien sûr. Je suis d'une famille d'ambulanciers, je vois ce qui se passe. Alors, je pense qu'en plus, on voit un petit peu les mêmes hôpitaux vu qu'on n'est pas loin l'un de l'autre. Il y a une forte différence quand même entre les hôpitaux publics et privés. Le problème dans les hôpitaux publics, c'est qu'il y a au minimum la moitié de la masse salariale qui n'est pas forcément des soignants, mais qui est du pur administratif. Je ne parle pas en termes numériques, Ouais, mais c'est en ça. termes de salaire. Il y a des cadres hospitaliers qui sont payés 3 à 4 000 euros par mois. Et pourtant, quand on regarde bien à l'intérieur des hôpitaux, c'est toujours autant de bordel. Voilà. Donc on se demande vraiment à quoi ça sert. Et on a même remarqué que ceux qui sortent d'école pour être cadres hospitaliers sont souvent moins efficaces que des infirmiers en chef ou des médecins qui s'occupent des services en termes d'organisation. C'est assez étrange hein, pourtant parce que c'est pas vraiment leur vocation d'origine de faire du management et de la direction et pourtant c'est eux qui s'en sortent le plus. Peut-être aussi qu'ils connaissent un peu la réalité du terrain. Attends, il y a quelqu'un qui sort de l'école qui a été 3-4 ans à l'URSSAF et qui débarque comme cadre hospitalier, forcément il a un petit peu plus de mal. Mais voilà, on a beau voir le budget qu'on veut, si on en fout la moitié par la fenêtre pour de la paperasse, ça vaut pas le coup. Par contre, je voulais rebondir sur un truc aussi, rapidement. On parle beaucoup de l'Union européenne en termes de commerce. Alors, c'est vrai que l'Union européenne, avec ses normes, c'est quand même quelque chose. Il y a un autre danger, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On en parle beaucoup moins, on la critique beaucoup moins par les altermondialistes. Pourtant, ce sont eux qui tiennent vraiment le commerce au niveau mondial, pas seulement vis-à-vis des normes, mais aussi de la façon dont ils règlent les différends. Donc là, on part vraiment sur une internationalisation de la justice, ce qui est quand même assez grave. Je dirais que l'OMC, aujourd'hui, a autant d'influence, je dirais plus d'influence sur le commerce en France qu'en a l'Union européenne. Parce que l'Union européenne se soumet déjà à l'OMC. Sauf que l'OMC est tenue très très américaine, l'OMC, il faut l'avouer. Et ça favorise toujours les grands groupes. Ça vaudrait le coup d'en parler un jour, parce qu'on sera un petit peu surpris de ce qui se passe derrière. Merci beaucoup pour ces interventions. Et oui, on pourrait tout à fait en parler un jour dans une émission dédiée, ou peut-être Geoffrey Fournier, vous pourrez toujours être réinvité. Évidemment, on n'invite pas qu'une fois. D'ailleurs, Maxime Leroy, il me semble que c'est votre 3e fois ici, si je m'abuse. C'est ça, oui. Et pas la dernière, j'espère. Non. Je reviendrai. Je suis les premiers à parler de questions économiques. Excusez-moi, Geoffrey Fournier, on parlait en même temps, on vous a pas entendu, c'était bon. Je disais, je reviendrai avec plaisir. Et je serai pas en campagne cette fois-ci, je serai plus en forme. Voilà. Ah bah vous avez été tout à fait en forme ce soir, monsieur Fournier. Je vous remercie d'ailleurs d'être venu, sachant que vous êtes en pleine campagne, dans la circonscription la plus grande de France, nous le rappelons, pour Reconquête, bien sûr. Nous espérons que vous revoir au second tour, le 19 juin. Nous espérons ici que vous serez élu. Je vous remercie. On garde espoir. Hein, après, bon, pour les prochaines législatives, ça me fait un petit peu une analyse, mais chaque circonscription est différente. Les configurations politiques sont assez hétérogènes, même dans le Pas-de-Calais. Et même si le RN est bien implanté sur le bassin minier, il n'est pas autant dans le sud du département et sur l'ouest. Donc on peut peut-être espérer, avec les divisions, atteindre 1 ou 2 second tours. Voilà. On fait tout pour. Et d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent, qui sont du Nord-Pas-de-Calais, il y aura un débat dimanche matin avec la candidate de Béthune. Face à ceux qui connaissent peut-être Caroline Parmentier, une des meilleures amies de Marine Le Pen, conseillère régionale d'Île-de-France, qui était parachutée dans le Pas-de-Calais de façon assez maladroite d'ailleurs. C'est quand même assez étrange, c'est la première fois que je vois un élu d'une région aller se présenter sur une autre région. C'est assez surprenant, mais bon, c'est le RN, plus rien ne me surprend. Moi, ils m'ont envoyé le député sortant de Lens. Voilà. C'est une journaliste d'ailleurs. Pardon ? Parmentier. C'est la journaliste. C'est une journaliste, oui, c'est ça. Ouais. Et étrangement, d'ailleurs, on a remarqué que dans la presse quotidienne régionale,
La Voix du Nord, également FR3, ils ne sont pas vraiment hostiles vis-à-vis de nous. Voilà. Ils sont même assez... j'ai assisté aux interviews de mes candidats, il y a eu quelques petites erreurs, ça arrive, hein, qui n'ont pas été reprises. Au contraire, à chaque fois, ils nous font de très très bons papiers. Je suis très surpris par La Voix du Nord et par France 3. C'est peut-être plutôt bon signe et je me demande des fois si l'intérêt n'est pas un petit peu de prendre leur revanche sur le RN, qui eux par contre ont des articles assez dégueulasses, si je peux me permettre l'expression. C'est parce que, vous savez, Reconquête est sioniste, hein. Zemmour est sioniste, hein, il faut le savoir. Hein. N'est-ce pas? Du coup, oui, je tenais à vous remercier, Geoffrey Fournier. Je remercie également votre homologue du Nord, Maxime Leroy. Et merci à Cristal pour sa technicité sur le droit. Écoutez, l'émission sera en rediffusion. Je vous invite à parler de l'émission autour de vous. Et il y aura, si vous voulez, en commentaire, vous pouvez commenter l'émission et il y aura des sources, notamment sur la candidature de Geoffrey Fournier. Passez une très bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, au revoir.